Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette visioconférence. Donc, c'est une nouvelle édition des Mercredis Géniaux et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet: à quoi ressemble un métier dans la recherche. Cette visioconférence vous est présentée par la Fondation C'est Génial, qui a pour but de promouvoir les métiers scientifiques, techniques et du numérique auprès des élèves, donc de collège et de lycée, et aussi auprès de leurs professeurs. Je rappelle, s'il y a des professeurs ou des enseignants-enseignantes qui sont avec nous aujourd'hui, on a une super plateforme qui s'appelle C'est Génial Connect, dans laquelle vous pouvez trouver justement un annuaire de professionnels, hommes et femmes d'entreprise, pour les faire intervenir en visio ou en présentiel dans votre classe, ou encore pour aller visiter une entreprise et vous former sur le terrain. Toutes les informations sur notre site internet. Comme je vous le disais dans la salle d'attente, cette visioconférence est interactive. Donc, j'espère que vous avez toutes et tous eu le temps de vous connecter à la visioconférence. Lorraine vient de redonner, Lorraine est au chat, hein, elle est là exprès pour modérer le chat et vous donner absolument tous les liens nécessaires. Donc, Lorraine a redonné. Je vous invite à ouvrir soit une nouvelle fenêtre de votre navigateur pour vous connecter et pouvoir basculer sur le quiz pendant la vidéo, sinon à scanner le QR code qui se trouve dans le Padlet ou qui est affiché sur votre écran avec votre téléphone portable. Je vois que normalement à peu près tout le monde est connecté. Alors justement, petit test. À chaque question, vous verrez une slide qui ressemble à celle-là. Et là, ça veut dire à vos bouclaps, il faut changer de navigateur. Est-ce que ça fonctionne? Et là, normalement, vous voyez la question. Voilà, apparaître sur vos téléphones ou sur l'autre page web et vous pouvez y répondre. Nous, on voit en temps réel les réponses affichées et vous voyez en bas qu'il y a un chronomètre. Donc, il va falloir être assez réactif. Là, le chronomètre, généralement, c'est 40 secondes. Et là, par exemple, il ne reste plus que 15 secondes pour répondre à la question. Tout le monde n'a pas... Alors, pensez bien à cliquer sur « Valider » hein, si vous voulez que votre réponse soit prise en compte. Hein. Là, on est, voilà. Hop, le vote est terminé. Donc, tout le monde n'a pas eu encore le temps de répondre. J'espère que tout le monde a eu le temps de se connecter. Sinon, vous avez le temps de vous connecter au fur et à mesure pour répondre au quiz. Aujourd'hui, donc, pour parler de cette thématique des métiers de la recherche, je suis accompagnée de 3 super intervenants et intervenantes. Donc, il y a Jacques qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Jacques. Bonjour à tous. Il y a Marie-Charline aussi qui est avec nous. Bonjour, Marie-Charline. Bonjour à tous. Et il y a Mostafa qui est avec nous. Bonjour, Mostafa. Bonjour Mathilde, bonjour tout le monde. Alors, avant de démarrer, de donner la parole à mes super intervenants, j'ai une question pour vous. Donc, tout de suite, à vos claps. Quelles études post-bac peut-on faire pour travailler dans la recherche? Quelles études post-bac peut-on faire pour travailler dans la recherche? Vous avez le choix entre plusieurs propositions. Vous pouvez en sélectionner plusieurs, si vous le souhaitez. Voilà, et on voit les résultats s'afficher en temps réel. Donc, vous avez le choix entre le BUT, le BTS, l'université, classe préparatoire aux grandes écoles, école d'ingénieurs. Quelles études post-bac peut-on faire pour travailler dans la recherche? Donc, on voit une petite tendance se dégager avec plutôt les 3 dernières propositions. Attention, le chrono, il vous reste plus que 5 secondes. Je vous invite à valider, sinon votre vote ne sera pas pris en compte. Le vote est clos. Donc, on voit une tendance se dégager avec plutôt université, classe préparatoire et école d'ingénieurs. Jacques, peut-être que tu veux réagir. En fait, on peut cocher toutes les réponses. Hein. Exactement. On peut cocher toutes les réponses sans problème. Hein. Exactement. En fait, il n'y a pas forcément que les ingénieurs ou... alors, hop, je remets un peu les différentes filières. En fait, vous pouvez faire de la recherche à tous les niveaux. Justement, Jacques, toi, tu es technicien Oui. de recherche. Ouais. Et donc, toi, tes études, tu es passé par quoi? Donc moi, ça fait, je ne compte plus les années, mais ça fait une trentaine d'années que j'ai obtenu, à l'époque, c'était un DUT, hein, ça se faisait en 2 ans, parce que là, ça a changé il n'y a pas très longtemps.
Donc j'ai eu un DUT de chimie que j'ai fait à Poitiers. Et depuis, donc après j'ai intégré, donc enfin j'étais embauché par une société à l'époque qui s'appelait Elfatochem. Et voilà, donc après je me suis lancé dans différentes aventures. Oui, donc en fait, on peut très bien, pour ceux Et qui ont je suis resté dans la recherche depuis. Pour ceux qui n'ont pas forcément envie de faire de longues études, et c'est normal, en fait, vous pouvez très bien faire un métier dans la recherche Hmm. après un BTS ou un BUT. Donc BTS, c'est en 2 ans, BUT, c'est en 3 ans, En et en trois fait, vous ans. sortez technicien, et donc vous pouvez très bien, selon les options que vous avez prises pendant vos études, devenir justement technicien ou technicienne de recherche, comme Jacques. Et donc Hmm, Jacques, tu tout vas à nous fait. en dire un peu plus juste après sur ton parcours. Si vous avez envie de continuer les études, après, vous pouvez très bien faire des classes préparatoires à une école d'ingé ou intégrer directement une école d'ingénieur après le bac ou justement être ingénieur. Et là, ça va être plutôt côté Marie-Charline, justement, qui est ingénieure en recherche et développement. Donc, avec une partie recherche. Ensuite, si vous voulez encore continuer les études parce que vous adorez vraiment l'école, vous pouvez augmenter d'un niveau. Et après votre master, par exemple, donc faire toutes vos études à l'université ou passer par une école d'ingénieur et ensuite faire ce qu'on appelle un doctorat. Donc, c'est 3 ans de plus d'études. Donc là, vous êtes à bac plus 8 Hmm. ans après le bac. Et donc là, vous pouvez devenir, faire de la recherche plutôt dans le privé ou dans le public, dans les deux, en fait. Dans les deux. Oui, dans les deux. Ouais. Hmm. Et donc là, Mostafa, par exemple, toi, ça va être ton parcours plutôt. Et donc là, toi, tu es enseignant-chercheur. Oui. Voilà. Enseignant-chercheur, après être passé par la formation et le métier d'ingénieur. Voilà. Donc ça, c'est pour tous les parcours possibles et imaginables. Il y a beaucoup plus de passerelles qu'on ne le croit pour accéder à des métiers dans la recherche. Alors, Jacques, justement, donc tu avais commencé à nous expliquer un peu ta formation. Oui. Donc, tu es technicien de recherche. Tu travailles dans quelle entreprise? Alors, je travaille chez Arkema. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît bien, je ne sais pas. Ça fera peut-être. Justement, tu avais une question à poser à nos participants et participantes sur Arkema, donc on va commencer tout de suite. À votre avis, en quelle année a été créée l'entreprise Arkema? À vos clap, là, il va falloir trouver un nombre. Donc, il faut taper l'année, s'il y a une année. Hein, donc, il faut taper une année et cliquer sur valider. Voilà, et on voit des premiers chiffres s'afficher. Alors, il y en a qui ont fait des petites fautes de frappe. C'est pas grave. Alors, on a une tendance quand même. Alors, normalement, je peux afficher des statistiques, voilà, comme ça. Non, moi, c'est pas mieux. On va résumer ça. Donc, on a des 1990, 60, 70. On a un peu tout, hein. Beaucoup de 90, j'ai l'impression. Je vois une bonne réponse là. Il y a une bonne réponse. Ah oui, exactement. Bah, donne Hmm. la bonne réponse. La bonne réponse était 2004. Exactement. Bravo à la personne qui l'a trouvé. Donc justement, tu nous disais, toi, tu avais fait un DUT. Est-ce que tu savais que tu voulais finir dans la recherche et que tu allais devenir technicien de recherche? Dans la recherche, oui. Après, j'avais un peu hésité pour en fait continuer un petit peu après mon DUT. Et puis en fait, non, je me suis décidé donc d'intégrer directement une unité de recherche. Donc à l'époque, c'était donc chez Elf, hein, c'est via Elf Atokem. Et après, voilà, j'en suis pas sorti. Franchement, c'est super intéressant, c'est passionnant. Il y a plein de choses à faire. Pas de regret de ne pas avoir continué au final? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, il y a une question de Achille dans le chat. Ça veut dire quoi DUT? Diplôme universitaire de technologie. C'est ça. En fait, c'est ça, c'était avant, ça se faisait en 2 ans Ouais, ouais. pour être diplômé. Maintenant, ça s'appelle le BUT, Bachelor universitaire de technologie, et ça se fait en 3 ans. Ça fait en 3 ans. Donc en fait, on acquiert au niveau enseignement général et au niveau pratique technologie différents modules pour être, comment dire, un peu plus prêt à affronter le monde du travail en fait. Voilà.
Oui, il y a beaucoup c'est ça, de TP, de travaux pratiques, de projets, de Tout à choses fait, comme ça, c'est tout ça? à fait. Déjà, se faire un petit peu la main, avoir une petite idée de ce qui pourrait être proposé après en entreprise, en fait. Voilà. Donc, toi, après le baccalauréat, tu as choisi le DUT exprès pour ça parce que tu avais besoin peut-être de plus de concret dans les Ou cours? de concret, et puis c'est une activité, enfin, c'est un domaine d'activité qui me plaisait beaucoup, donc voilà. Donc, je me suis lancé, et puis voilà, c'est parti. Donc, tu nous as dit, ah, et ça a été facile de trouver du travail juste après ton DUT? Alors, d'après mes souvenirs, oui, je pense que j'ai peut-être, j'ai à peine, j'ai dû faire, allez, un mois. Au bout d'un mois, j'avais déjà un travail. Ah oui, donc ça a Ouais, été rapide. ouais, à peine, ouais, peut-être 3 semaines, je sais plus. Enfin, ça a été assez rapide, ouais. Justement, il y a une question de Noéline qui demande dans le chat, le BUT est donc destiné à travailler tout de suite après? Oui, ouais. Mais pas que, hein, on peut aussi continuer à avoir d'autres passerelles pour éventuellement faire un cursus donc d'école d'ingénieur ou autre. Mais déjà, en faisant maintenant un BUT en 3 ans, ça permet d'être assez aguerri pour affronter le monde du travail, déjà en termes techniciens, quoi. Oui, et surtout qu'en ce moment, je crois que les entreprises sont beaucoup en recherche de techniciens et techniciennes. Il y a une Ouais, ouais. grosse demande de recrutement. Mm. Donc oui, il y a le BTS et le BUT. Normalement, dès qu'on sort diplômé, on est vraiment, on peut accéder au travail très très rapidement en tant que technicien supérieur. Après le BUT, si comme tu disais, Jacques, si on a envie, on peut très bien continuer. Il y a des passerelles pour continuer en master ou en école d'ingé. Enfin, c'est comme on veut. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu as trouvé ton premier travail, c'est ça, tu disais, à Elf Atochem. Bon, Et à l'époque, oui, c'était en 1990. Donc, j'ai intégré une filiale qui s'appelait CK à l'époque, qui n'existe plus maintenant, pour occuper un poste qui était à l'interface entre laboratoire et production. Donc, c'était très intéressant. Et suite à ça, donc, j'ai pu acquérir certaines compétences qui m'ont permis d'évoluer et d'occuper d'autres postes à différents endroits. Voilà, donc ça m'a amené à travailler, par exemple, en région parisienne dans d'autres centres. Et puis, j'allais dire depuis 1996, donc je suis dans la région Rhône-Alpes. Pareil, donc j'ai occupé différents postes, que ce soit à Saint-Fond ou maintenant à Pierre-Bénite, dans différents domaines d'application, mais la plupart du temps dans tout ce qui est polymère. Donc d'accord. polymère, après, voilà, il y a différents matériaux. C'est quoi un polymère? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un polymère? Où est-ce qu'on en retrouve? Quand on dit polymère, automatiquement, ça conduit à parler PVC, polystyrène, Plastique. polyéthylène. Oui, en général plastique, ouais. Ouais, D'accord, ok. ouais. Donc, il y a une question qu'on va prendre de Joanne et Manon. Si on veut faire un DUT slash BUT maintenant, est-ce qu'il faut faire un bac pro, un bac techno ou un bac général? Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas trop, mais je pense qu'on peut. Il y a différentes options. Il n'y a pas que l'enseignement général. Oui, oui, Donc, oui. En fait, en fait, on peut faire un parcours technologique et intégrer donc le BTS, enfin le BUT, pardon, et ou alors après faire un bac général scientifique et aussi intégrer ce cursus. Il y a pas de limitation, je pense pas. Je pense pas. non, effectivement, il y en a pas un. Le bac pro, ça va dépendre de la spécialité de votre bac pro parce qu'il est très spécialisé. Donc, ça va dépendre, ça correspond à la spécialité aussi de BUT que vous choisissez pour Ouais, l'intégrer. tout à Bac fait. techno, il y a des places qui sont réservées pour les bacs technologiques et pareil, bac général, vous pouvez Ouais. facilement intégrer Mais aussi. ça a toujours existé. Alors après, je ne sais pas si comment dire, les ratios, les compositions ont changé, mais déjà à mon époque, c'était le cas déjà. Maintenant, il y a juste une règle pour dire qu'ils aimeraient augmenter un peu plus les bacheliers qui viennent des filières technologiques. Technologique, ouais, Voilà, d'accord. c'est ça. Mais Voilà. non, non, il y a plusieurs voies possibles, hein, aucun souci. Il y a plein de questions sur ton métier de technicien. Je crois qu'il y a un quiz, ouais, juste après. Alors justement, avant qu'ils répondent aux questions, je vois vos questions, elles sont notées, hein. Lorraine est là justement pour les noter au fur et à mesure et me les remonter. On a une question pour vous. À votre avis, de quoi sont composées les chaussures de sport fabriquées par Arkema?
Alors, petit quiz, donc il y a une proposition seulement à trouver parmi celles-là, donc de graines végétales, de plastique recyclé, de déchets issus du compost ou d'algues. Donc, on voit les votes. Alors, il y a une majorité qui dit du plastique recyclé. Ne vous faites pas influencer par les copains, hein, ça se trouve, tout le monde n'a pas forcément bon. Ah, il y a une personne qui a dit graines végétales, une aussi sur déchets issus du compost. Une grosse majorité sur le plastique recyclé. Attention, fin du vote. Jacques, tu veux bien nous donner la bonne réponse? La bonne réponse, c'était la numéro 1, la graine végétale. Alors en fait, ça peut surprendre à la base, mais maintenant, nous sommes producteurs de différents polymères, mais maintenant nous sommes producteurs d'un polymère qui est biosourcé. Et donc en fait, on part de la graine de ricin. Et à partir de la graine de ricin, donc maintenant hors pétrole, hein, bien sûr, de la graine de ricin, on arrive après différentes transformations, on arrive à proposer un polymère qui sera dans la composition des chaussures par exemple, de chaussures de compétition de running, par exemple. Et nous sommes en collaboration, par exemple, avec un équipementier suisse pour fabriquer une paire de chaussures de running qui sera complètement recyclable à 100%. D'accord. Donc, le ricin, c'est comme ce qui compose l'huile de ricin, là, qu'on trouve souvent. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, il y a Bassin qui demande c'est quoi un polymère? Est-ce que tu peux rappeler un peu le polymère? C'est ce qui compose le plastique, généralement, c'est ça? Oui, enfin, en fait, on va pas trop rentrer dans les détails, mais un polymère, c'est en fait, c'est un motif qui est répété X fois, peut-être même des milliers de fois. Donc, il va faire la matrice, là, vraiment la grosse molécule qui va faire donc qu'on va obtenir le PVC, le polyéthylène, le polystyrène. Donc, il y en a partout du polymère, en fait. Oui, bah, le plastique, de toute façon, dans la vie quotidienne, Oui, c'est vrai. on ne peut pas s'en passer, hein. On vit avec pour l'instant. Il y a justement, il y a Jeanne qui a une question. Est-ce que vous faites tout type de chaussures ou juste seulement ce prototype? Alors, ouais, donc la question peut-être était un peu mal posée, mais c'est un peu de ma faute. Mais c'est vrai que nous, on propose des solutions via les polymères. Et après, donc ça, on le vend à des équipementiers qui le fabriquent. Après. D'accord, ok. Donc, vous créez en fait le. Oui, d'accord. Un La produit matière. qui est la matière qui va être après transformée par les équipementiers. Donc après, on a des partenariats maintenant en dehors donc, de l'équipementier suisse. On a des partenariats maintenant avec, par exemple, avec Nike pour les chaussures de sport, entre autres. Donc voilà, donc nous on propose une matière première qui sera indispensable après pour la suite, hein. D'accord. Et eux développent le produit qu'ils ont envie de développer avec. Donc, Voilà. ça peut aussi, j'imagine, être peut-être des vêtements de sport, non? Ou des choses comme ça, peut-être. Oui, pourquoi pas, ouais. Ouais. Mais mais vraiment là, c'est vraiment via les chaussures. Donc en fait là, chaussures dans tout sport, enfin je veux dire compétition, running, foot, voilà quoi. Justement, il y avait des questions un peu sur ton travail. Il y avait Anta, par exemple, qui demandait est-ce que tu travaillais dans un laboratoire. Et en fait, comment ça se passe, ce processus de rechercher une nouvelle matière comme ça? Alors dans un travail de laboratoire au quotidien, bah après voilà, nous on travaille en tant que support SAV, c'est-à-dire qu'on travaille en direct avec des clients. Et donc avec les clients, donc on essaye de savoir un peu et de bien comprendre leurs prérogatives, leurs objectifs. Donc du coup, ensuite, moi, avec mon responsable, on va définir un peu un cahier des charges pour répondre à ces besoins. Euh, Au préalable, quand on travaille dans la chimie, maintenant de plus en plus, on est amené quand même à travailler en amont en analysant les risques qu'on peut rencontrer sur les travaux qu'on sera mené à faire par la suite. Une fois que c'est bien étudié et que c'est bon, on est OK, on est amené ensuite à travailler, à expérimenter, à voir comment arriver à trouver les bons protocoles pour satisfaire le client. Et une fois que c'est fait, donc en partenariat avec les clients, après on peut t'amener à travailler en temps réel avec les clients et avoir des réunions avec eux pour discuter de l'avancement des travaux. Une fois que tout ça c'est fait, donc souvent on a un compte rendu de résultats donc à développer pour une meilleure traçabilité de nos travaux.
Et puis, au bout du compte, qui dit chimie en général, dit gestion de déchets. Donc, on est amené aussi à être un gestionnaire de déchets et savoir comment faire pour impacter le moins possible notre environnement, en fait. Voilà. Et tes expériences, est-ce qu'elles marchent du premier coup souvent ou pas? Non, pas nécessairement, non. Il y a des expériences pour lesquelles on est amené à changer souvent et à retravailler. Ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques mois. C'est pas toujours établi, quoi. C'est très variable, hein. Il y a Donc, Noéline dans le chat qui demande, est-ce que tu fais de la recherche toujours d'après la demande d'un client? Et euh, essentiellement oui, parce qu'en fait nous on est là en tant que SAV, donc on doit répondre à un cahier des charges bien précis par rapport à un client, hein. Il y a différents domaines donnés. Après, on peut être amené aussi à travailler pour nos propres collègues, pour être en interface avec nos propres usines, en fait. Donc, nos propres usines peuvent aussi nous faire des remontées pour, je sais pas, pour améliorer certaines choses via leurs procédés. Enfin, c'est vraiment très, très varié, quoi. d'accord. Mais justement, il y avait une question sur la diversité de tes recherches. Sur combien de projets en parallèle tu travailles? Oh, ça peut être bon, c'est rare de travailler en parallèle sur plusieurs sujets à la fois. Mais sur une année, on peut être, je sais que on peut travailler sur, je sais pas, moi, 20, 30, 40 études. Enfin, je veux dire, après, on peut être amené à travailler, par exemple, de front, peut-être sur deux, trois sujets, sur des degrés d'importance différents, mais sur une année, on peut en avoir pas mal d'études différentes, mais toujours très, très variées, ouais. C'est jamais très redondant, en fait. Il y avait une question d'Éline. Est-ce que le processus énergétique de faire la matière avec du ricin, donc des graines de ricin, est-ce que le coût énergétique est plus fort que lorsque tu fabriques du polymère à partir de pétrole? Non, je pense pas. Je pense pas. Mais au moins, ça a l'avantage d'avoir un impact environnemental beaucoup moins prononcé, ça c'est sûr. Mais en termes d'énergie, je ne pense pas. Mais oui, parce que le pétrole, c'est ça, il faut l'extraire, Oui, etc. oui, bien sûr. Bah oui, il y a tout un Ouais, alors processus assez. Mais bon, malgré tout, il y a aussi quand même des processus pour obtenir de la graine. Il faut obtenir de l'huile. Ensuite, il y a des transformations pour obtenir un acide sur lesquels après on fait une polykondensation. Enfin bon, c'est ouais, bon. Il y a quand même des transformations à faire aussi quand même, hein. oui, il faudrait comparer, oui, est-ce qu'il faut autant de chaleur l'un que pour Voilà. l'autre? Bah, là, au jour d'aujourd'hui, moi, comme c'est pas trop dans mon domaine, je pourrais pas répondre précisément, mais je peux me renseigner s'il fallait, hein, il n'y a pas de souci. Il y a Hélène qui avait une autre question justement. Est-ce que tu travailles seule ou plutôt en équipe? Alors moi, je travaille en équipe avec une personne. En fait, nous sommes une équipe de deux. Ça peut paraître C'est bizarre, mais au bout de deux, on est une équipe, hein. voilà, c'est ça. Un Ouais, ouais. binôme. Donc oui, je travaille avec mon responsable, hein, en lien direct. Voilà, donc ce qui veut dire que moi, au labo, je suis tout seul, ouais. Après, c'est assez variable, hein, dans mon centre de recherche. Des équipes où un technicien est tout seul, c'est assez courant. Mais il peut y avoir aussi des équipes où ils sont 3, 4, 5. Enfin, bon, voilà, tout dépend des projets en cours. Bon, voilà, c'est assez variable quand même. D'accord, ok. Ça dépend oui, des spécialités dont tu Ouais, peux puis avoir ça, bon, besoin d'être ça expert. évolue quand même relativement souvent. Donc, suivant, d'année en année, suivant, on met les investissements, suivant, voilà, donc on peut avoir besoin de certaines personnes en plus. Enfin, voilà, ça peut évoluer, hein. C'est jamais fiché en fait. Et les recherches, vu que ça ne s'arrête jamais, la recherche, est-ce que tu fais des horaires quand même normales de bureau ou tu as des horaires, tu dois même travailler le week-end parce que tu as une recherche en Non, cours? moi je travaille à la semaine, hein, en travail de recherche, donc je travaille à la semaine. Nous, on est en horaire variable, c'est-à-dire que on a des plages fixes et des plages variables, c'est-à-dire que voilà, entre 7h et 9h du matin, on vient quand on veut. D'accord, Entre 16h et 19h, on peut partir comme on veut. Et entre les deux, donc c'est fixe. d'accord, Voilà, ok. en gros, c'est ça. Donc après, il y a quand même une certaine souplesse, hein, ça peut être intéressant quand même. À savoir que nous, on ne peut pas dépasser 10 heures par jour. Donc après, c'est à nous en fonction des études, c'est à nous de bien gérer le temps de travail, en fait, hein. Voilà.
Il y a une question d'Elisha sur le chat. Est-ce que vous voyagez beaucoup avec votre métier? Moi, personnellement, pas trop, non. Je suis plutôt dédié au laboratoire. Donc, mon responsable, oui. Par contre, pour mon entreprise, quand on est ingénieur responsable d'une équipe en R&D, bah, oui, il y a quand même un rythme un peu différent. Ils sont souvent sollicités par des clients. Donc, du coup, oui, les déplacements se font moins depuis le Covid. Mais avant le Covid, oui, c'était quelque chose qui était quand même assez sensible. Donc, par exemple, en responsable, peut-être que j'allais dire la moitié du temps je sais pas moi, sur un mois consécutif, enfin sur 30 jours consécutifs, peut-être la moitié du temps, je ne voyais pas, quoi. D'accord. Ouais, ça peut être assez important quand même. Donc, en fait, Et après, le déplacement, ça peut être un peu partout, suivant la zone qu'il a à balayer. Il peut aussi bien aller, je sais pas moi, en Suède, en Norvège, en Arabie. Je sais que il peut être amené aussi à aller en Colombie. Enfin voilà, c'est un peu partout. qu'est-ce que tu aimes le plus ou le moins dans ton métier? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors là, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que, enfin moi, en tout cas, de mon point de vue et par rapport à mon expérience, c'est que c'est jamais redondant, c'est toujours très très varié. On apprend toujours, ça c'est vachement important. Donc du coup, on a une grosse autonomie. Enfin moi, en tout cas, j'ai une grosse autonomie par rapport à ce qui est proposé. On peut évoluer en occupant plein de postes différents. Ça, c'est très important. Voilà. Donc après, donc on demande quand même pas mal d'esprit d'initiative, d'être rigoureux. Après, la partie peut-être inconvénient dans ce type de boulot, c'est que il y a des projets plus ou moins longue durée sur lesquels on voit pas trop la fin en fait. C'est-à-dire que il y a dans certains domaines, il y a des clients qui sont très très conservateurs. Et du coup, le développement peut se faire, même au bout de 10 ans, c'est jamais fini, c'est jamais sûr en fait. Parce qu'ils veulent ils veulent quelque chose de parfait, c'est ça? Ils veulent la solution parfaite? Ouais, puis ils sont quand même ils peuvent être assez réticents, assez conservateurs. Donc du coup, pour les faire bouger les lignes, surtout au niveau des lignes de production, je peux comprendre, hein, c'est pas toujours facile. Ça peut être très long. Et du coup, peut-être entre-temps, on aura bougé, on aura fait autre chose. Donc du coup, on voit pas trop l'investissement qu'on aura mis nous au départ, on le voit pas trop à la fin, quoi. D'accord, mais tu as quand même des projets qui se concrétisent. Oui, oui, Ou- oui, bien sûr, oui, oui, heureusement. Oui, oui. Il y a Valentin qui a une question justement là-dessus. Quel est le plus long projet auquel tu as participé? Euh, Moi, j'ai des projets qui ont démarré depuis 2000, on va dire 2005-2006 et qui sont pas encore finis. D'accord, ah oui, oui, oui. Ouais, Donc, parce qu'en fait, ça évolue sans arrêt et du coup, voilà. Donc moi, entre-temps, j'ai fait autre chose. donc la patience aussi dans les... Ouais, Il faut être patient. tout à fait, ouais. Il y a Noéline qui a une question aussi pour toi. Donc, en tant que technicien de laboratoire, est-ce que tu es l'assistant de ton responsable ou est-ce que tu es vraiment au cœur de la recherche? Oh C'est quoi la non, différence en fait entre... Parce que ton responsable, de ce que j'ai compris, lui, il est ingénieur de recherche. oui. Ça va être quoi la différence dans vos responsabilités entre vous deux? Lui, comment dire, il aura comme grosse responsabilité vis-à-vis des clients, donc c'est lui qui est en prise directe avec les clients. Par contre, tout ce qui se fera au laboratoire, c'est moi qui est un peu responsable de tout ce qui va se faire. Donc, il me fait confiance sans problème à 100% pour tout ce qui va se faire au laboratoire pour avoir des résultats. Après, on en discute de façon assez régulière pour savoir comment ça avance et voir éventuellement ce qui pourrait être amélioré ou pas, quoi. Donc, c'est toi qui as les mains dans le cambouis de la recherche, c'est-à-dire qui va faire les expériences, Oui, qui oui. présente les résultats. Qui va éventuellement proposer en disant, bah, écoute, ça va pas. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être mieux faire, je sais pas, moi, différemment. Enfin, voilà. On est là quand même pour être force de proposition, pour améliorer certaines choses, pour apporter quelque chose pour le client, en fait. Donc, c'est toi qui es au cœur de la recherche, en fait, qui Avec a lui, oui, oui, oui. l'expertise, Ah qui ouais, a on n'est pas à côté, l'expertise de la... on est vraiment dedans, hein, ça c'est sûr. D'accord, ouais, Ouais. c'est ça.
Justement, il y avait Olivier qui avait cette question, c'était vraiment concrètement, toi, tu as les mains vraiment dans le cambouis. Tout Comme à on fait. dit. Merci beaucoup, Jacques, pour ton témoignage. Si vous avez d'autres questions pour Jacques, il revient juste après le témoignage. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Il revient juste après pendant le temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas à les poser directement dans le chat, on les reprendra juste après. Maintenant, on va passer à Marie-Charline. Donc justement, toi, Marie-Charline, tu es ingénieure recherche et développement. Donc si Oui, Jacques, c'est un peu le même que le responsable de Jacques, c'est ça? Sauf que toi, tu es dans un autre secteur d'activité. oui, c'est ça. C'est ça. Donc, dans Donc l'aéronautique. c'est ça, toi, tu es dans l'aéronautique, donc chez Safran plutôt. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu as trouvé, tu savais que ce métier existait, comment tu es devenue ingénieur R&D? Alors, moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et je suis un peu arrivée là, bon, pas par hasard, mais je n'ai pas eu une passion dès mon plus jeune âge. Donc, du coup, moi, c'était juste qu'à l'école, ça se passait bien. J'avais des bonnes notes un peu dans toutes les matières. J'avais pas spécialement de passion, etc. Donc, j'ai un peu avancé petit pas par petit pas. Et ma philosophie, et je l'ai encore maintenant, même dans mon métier, c'est de me dire que je ne veux pas me fermer de porte. Donc, je veux toujours avoir la possibilité de faire le plus de choses possible. Donc, du coup, quand j'étais au lycée, j'ai fait un bac scientifique avec des options plutôt générales, hein, plutôt mathématiques, physiques. Et je me souviens que quand j'étais au lycée, on avait eu une intervenante qui était venue pour nous présenter les classes préparatoires et les écoles d'ingénieurs. Et je me suis dit que ça avait l'air intéressant, que ça me permettait de repousser encore un petit peu mon choix de carrière un peu plus tard. Du coup, je suis partie dans cette voie-là. Du coup, je suis partie en classe prépa. Encore une fois, j'ai cherché à pas trop refermer les portes, donc j'ai pris les options les plus générales possibles. Et à la fin des classes préparatoires, on a des concours pour les écoles d'ingénieurs, donc on peut choisir à quelle école on veut s'inscrire. Et après, en école d'ingénieur, il y a le métier d'ingénieur en général, il y a vraiment beaucoup de métiers d'ingénieurs différents. Et encore une fois, j'ai voulu chercher le truc le plus général possible. Du coup, je me suis orientée plutôt vers une école généraliste, hein, donc il fait plein de types de matières différentes. Après, je me suis quand même orientée en aéronautique parce que je trouvais ça intéressant. Je trouvais que les avions, les fusées, même l'automobile, tout ça, c'était des produits qui m'intéressaient. Donc, j'ai fait cette formation-là en sachant qu'après, je pouvais rebondir et faire autre chose si je me décidais à faire autre chose. Donc voilà, c'est un peu ma philosophie personnellement, c'est de me dire, je me ferme pas de porte pour pouvoir évoluer comme je veux plus tard. Tu as des regrets sur tes choix? Pas du tout. Pas du tout. Je suis super contente. Je suis contente de mon parcours. J'avais eu un peu peur parce que des fois, on entend dire que les classes préparatoires, c'est quelque chose, c'est compliqué techniquement et ça peut être aussi, on entend beaucoup dire que ça peut être compliqué humainement, qu'il y a beaucoup de compétition, etc. Et ça, je pense que c'est vrai pour les grandes classes préparatoires parisiennes, etc. Mais sur le reste de la France, moi j'étais en province, hein, j'étais à Reims, et c'était pas du tout le cas. Hein. Moi, j'ai des super souvenirs de mes années classe préparatoire. Je suis encore très proche des gens que j'ai rencontrés là-bas. Donc, il ne faut pas forcément se faire une montagne des classes prépa. Ça peut être vraiment très sympa, quoi. Oui, et au pire, tenter, et après, on peut se réorienter, par exemple. Voilà, c'est ça. Et ce qui est aussi agréable, moi, dans mon cas, pourquoi j'étais partie aussi en classe prépa, c'est qu'en vrai, moi, l'université, ça me faisait un peu peur. Au sens où j'avais un peu peur d'être lâchée dans la nature. Moi, j'avais vraiment cette image-là de la fac, de la personne très autonome qui voit jamais son professeur, qui suit des amphis, mais qui a des examens tous les 6 mois, etc. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité ou si je me fais aussi une image. Mais ce que j'avais aimé dans les classes préparatoires, c'est vraiment la continuité du lycée, au sens où on est dans une petite classe de 30 personnes, avec des professeurs qui nous suivent personnellement, etc. Et donc, moi, c'était un cadre aussi de travail que j'aimais bien pour me mettre en confiance et puis pas me laisser aller, parce que je pense que ça peut être un peu le risque. Pour moi, ça aurait été le risque, en tout cas, côté fac, de faire un peu n'importe quoi et du coup, de ne pas forcément réussir ce que je faisais, quoi. Donc, tu te connaissais assez bien, même à cette époque, pour savoir quel encadrement, par exemple, il te fallait, etc., pour réussir au mieux tes études. C'est ça. C'est intéressant.
Donc, tu as été diplômée donc diplôme d'ingénieur en aéronautique. Est-ce que ça a été facile après de trouver du travail? Oui, oui. Moi, donc, quand on fait une école d'ingénieur, on fait des stages. Ça fait partie du cursus. Donc, j'ai fait mes stages. Alors, moi, je les ai fait dans l'automobile. Donc, vraiment, pour vous dire que je ne veux pas me fermer de porte. Parce qu'à l'époque, l'automobile, ça me plaisait bien. Et quand j'étais en stage de fin d'études chez Stellantis, j'avais un peu postulé un peu partout et Safran notamment recrutait pas mal. Et j'avais été recrutée alors que j'étais encore en stage chez D'accord. Stellantis. Donc, j'ai enchaîné directement entre mon stage et l'emploi. Donc, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'encore aujourd'hui, enfin, en tout cas, je sais que nous, on recrute énormément. Donc, je pense qu'il y a du boulot. Il ne faut pas s'inquiéter sur ces métiers-là, quoi. D'accord, donc tu as été recrutée tout de suite après et de ce que je vois en fait, même si tu as évolué dans l'entreprise, tu n'as jamais changé d'entreprise. Donc c'est que le travail là-bas te plaît. Voilà, moi je trouve ça hyper intéressant. Il y a énormément de métiers différents. Moi alors je vous ai présenté trois postes, enfin trois sous-sections, on va dire, que j'ai faites là côté Safran Aircraft Engine, mais qui sont que dans un tout petit périmètre finalement de la boîte. Et pour vraiment les métiers de l'industrie, il y a énormément, enfin surtout pour des gros groupes, il y a énormément de possibilités d'évolution. Justement sur des métiers de la recherche, ou si aussi on veut plus faire de la recherche, on peut aussi évoluer dans d'autres branches de l'entreprise, quoi. D'accord. Et donc, Du coup, moi, j'ai oui. vas-y. Non, moi, j'avais continué, j'allais dire que j'ai commencé alors, ingénieur méthode et outils, ça doit parler à personne, je pense. Je pense que moi-même, quand j'avais été recrutée, je ne savais pas exactement à quoi ça correspondait. Donc, c'est un métier un peu spécifique côté ce qu'on appelle bureau d'études, donc auprès des ingénieurs qui conçoivent des choses. Donc, c'est un métier qui est en support des concepteurs, donc qui vont mettre en place des outils numériques, donc des outils de calcul ou des méthodologies pour des manières de travailler, quoi, finalement, pour représenter des phénomènes physiques. Donc, c'est là que j'ai fait le plus de recherche, je pense, au sens où je travaillais beaucoup avec des doctorants, donc des gens qui étaient en thèse, pour la boîte, en partenariat du coup avec des laboratoires qui sont souvent dans les écoles d'ingénieurs. Donc voilà, c'est un premier métier que j'ai fait. Après, moi, j'ai un peu évolué parce que j'avais envie de voir aussi autre chose. Donc, je suis partie plus en conception. Donc, pour vous parler de la conception, donc la conception, ça correspond à la création, on va dire, d'un nouveau moteur, hein, parce que nous, on fait des moteurs d'avion. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de faire un nouveau moteur. Et donc, un moteur, c'est un ensemble de pièces très, très compliqué. C'est déjà, il y a beaucoup de pièces et chacune a sa fonction. Et il faut faire en sorte que chacune des pièces remplisse sa fonction, qu'elle tienne dans le temps et qu'il n'y ait pas de souci dessus, quoi. Et donc, la conception, ça correspond à ça, quoi. Donc là, il y a pas mal aussi de recherche qui est plus appliquée que dans mon précédent métier. Et donc depuis 2021, tu es chef de service, c'est-à-dire que tu es monté en grade, c'est ça? Oui, alors j'ai eu d'autres expériences dans les deux précédentes. À chaque fois, j'étais passée chef d'unité, enfin manager, quoi, chef, quoi, de mes équipes. Et là, je vais faire ressortir un peu cette expérience qui était un peu différente. Là, alors là, je fais moins de recherche actuellement. Bon, déjà, en tant que manager, on en fait un peu moins. On est plus dans la coordination technique et les relations humaines, le développement des personnes, etc. Et du coup aussi d'un point de vue technique, on est sur un autre périmètre parce que maintenant je m'occupe de moteurs qui sont actuellement utilisés par les compagnies aériennes, qui sont utilisés tous les jours et qui rencontrent malheureusement des fois des problèmes. Mais du coup, on est là pour faire en sorte que tout se passe bien quand vous prenez l'avion. Voilà. Justement, donc on a des quiz pour vous, participants et participantes, justement. Donc, on va parler conception de moteur. À votre avis, combien de pièces compose un moteur d'avion? Combien de pièces compose un moteur d'avion? À vos vous clap. Donc, vous avez le choix entre 1500, 15 000 ou 150 000. Donc, c'est parti pour le vote. On voit les chiffres. On voit les votes s'afficher au fur et à mesure. Cliquez bien sur valider pour que votre réponse soit prise en compte. Alors, il y a Amria qui vote dans le chat. Vous pouvez aussi voter dans le chat s'il n'y a pas moyen de se connecter à WooClap, etc. Donc, 15 000 pour Amria.
Attention, plus que 5 secondes pour voter. Il y a Joanne qui dit 5000. Bah, Joanne, c'est pas dans les propositions. Je pense qu'il manque un 1 devant, peut-être. Oui, c'est ça, 15 000. Est-ce que Marie-Charline, tu veux nous donner la bonne réponse? Ouais, c'est ça, donc c'est environ 15 000. Alors, c'est environ 15 000 en comptant aussi, en trichant un peu, hein, parce que c'est en comptant aussi toutes les petites pièces du style des vis, des écrous, des joints entre des pièces, etc. Mais oui, c'est pour vous dire qu'il y a énormément de pièces. Donc, même si on ne les dessine pas de zéro et on ne les dimensionne pas toutes, on a quand même à les gérer. Parce que du coup, il faut s'assurer que ce sont les bonnes pièces, qu'elles sont montées au bon endroit, en bon nombre, etc. Donc, voilà. D'accord, ok. Et justement, donc, même si on ne les dessine pas toutes, comme tu viens de le dire, à votre avis, combien de temps il faut pour développer un nouveau moteur d'avion? C'est-à-dire pour concevoir un moteur d'avion. Donc, j'imagine c'est en faisant toute la conception, c'est ça, comme tu disais, de ton métier? C'est C'est ça, vraiment en partant imaginer toutes en les gros pièces. du contrat avec l'avionneur, donc Airbus, Boeing, qui disent tiens, on veut un nouvel avion qui fait ça, et le moment où on le valide, donc on appelle ça une certification, donc on a démontré qu'il est safe, on peut partir avec. Combien de temps? Alors, à votre avis, il faut combien de temps pour développer un nouveau moteur d'avion? 2 ans, 7 ans, 12 ans. Alors, à vos WooClap pour voter. Pareil, ceux qui n'ont pas accès à WooClap, je vous invite à voter dans le chat. Donc, il y a Joanne qui dit 2 ans. Donc, 2 ans, 7 ans ou 12 ans. Il y a Amria qui dit 7 ans. Les autres, je vois voter. Donc là, ça se bataille un peu, mais il y a quand même une dominante 7 ans. Il y a Cyril qui dit 7 ans, Mamadou qui dit 2 ans, Ariège, pardon si j'écorche, 7 ans. Sur BookLab, on a dominante 7 ans. Attention, le vote va se clôturer. Donc, Marie-Charline, combien de temps? Donc c'est bien environ 7 ans, parce que c'est quand même très compliqué de faire un moteur d'avion et on a beaucoup d'exigences de sécurité. Forcément, hein, quand même, on transporte des gens. Donc, du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de validation, de démonstration, d'essais à faire pour faire en sorte que tout se passe bien, quoi. C'est ça. Il y avait des questions justement sur. J'essaie de retrouver la question. Concrètement, voilà, en quoi consiste ton métier? Est-ce que tu peux nous détailler? C'était une question d'Anta. Est-ce que tu peux nous détailler un peu les étapes justement pour concevoir un moteur? Ok. Alors, globalement, un projet, ça va toujours suivre à peu près ces étapes-là. Et après, donc là, le développement d'un moteur, ça va suivre les étapes que je vais vous dire. Et après, quand on va. Un moteur, comme je vous disais, ça se compose de plein de parties qui vont aussi suivre ces petites briques de développement. Donc, en général, on part d'un besoin, donc, qui peut être de dire j'ai besoin d'avoir une pièce qui va être à telle température, à telle altitude de vol, donc avec telle pression de l'air, etc., telle vitesse de rotation. Donc, on définit ce qu'on appelle le besoin, le cahier des charges. Et à partir de ça, on va commencer à dessiner la pièce, donc à dessiner en termes de CAO. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ça ou pas encore. Donc, on va la dessiner. C'est quoi un CAO? La CAO, c'est les logiciels de dessin de pièces sur ordinateur en 3D. D'accord, donc de dessin 3D de la pièce pour la voir un peu sous tous les angles, etc. Ok. Voilà, puis après, pour pouvoir s'en servir pour ce qu'on appelle la dimensionner, donc la passer en calcul, est-ce qu'elle va tenir? Donc, ça va être la petite étape 2, là, donc on la modélise, on la dessine, et on va lui dire, bah voilà, il va faire 300 degrés autour de cette pièce, on va appuyer dessus dans telle direction, elle va tourner, elle va pas tourner, etc. Donc, on va lui mettre ses sollicitations, on va faire les calculs de dimensionnement, donc ça va nous donner en théorie comment la pièce se comporte, est-ce qu'elle tient bien? Et après, on va la passer en essai. Alors, on a différents types d'essais. On va avoir soit des essais, alors au début des phases de maturation du moteur, on va avoir des petits essais avec juste une pièce ou deux. Et plus on va être mature sur notre moteur, plus les essais vont être complexes. On va pouvoir faire des essais avec moteur complet. Donc, c'est la petite image que vous voyez en 3. Donc, le moteur, il n'est pas sur son avion, mais il est entier et il peut tourner. Et après, on a encore une phase où les essais sont mis sur un avion d'essai et partent vraiment avec une vraie personne qui prend l'avion assez risqué péril. Donc, on va faire des essais et après, on va regarder ce que donnent ces essais. Donc, est-ce qu'on a bien le comportement qu'on attendait par calcul ou est-ce qu'il s'est passé des choses auxquelles on n'attendait pas et est-ce qu'on a des problèmes à résoudre?
Une fois qu'on a mouliné tout ça et qu'on est confiant dans nos résultats, on va présenter à ce qu'on appelle un audit, donc un comité d'experts, donc de gens très expérimentés qui sont dans la société depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui ont fait d'autres conceptions de moteurs, etc., pour démontrer que du coup on est confiant dans notre pièce, qu'elle va bien tenir et que tout va bien se passer et qu'on peut continuer le projet. Bon, j'espère que j'ai été claire. Je pense, alors la durée 7 ans a un peu choqué. Est-ce que c'était long, c'était pas long? Ça a l'air d'être un peu long apparemment. Il y a Olivier qui dit, mais du coup, vous êtes pendant 7 ans sur le même moteur? Alors, il y a des gens qui peuvent rester 7 ans sur le même moteur, il y en a même qui restent plus longtemps, parce que des fois, quand ça ne se passe pas comme on veut, ça dure plus que 7 ans. Ou des fois, quand on va faire vraiment des très grosses innovations technologiques, on peut avoir même plutôt 10 ans, facilement 10 ans sur un moteur. Mais vraiment, il y a de la recherche, c'est que sur un moteur ou vous avez plusieurs moteurs en parallèle et ça peut durer 7 ans? Après, ce qu'il faut imaginer, c'est quand on dit un moteur, c'est pas forcément un seul ensemble de pièces comme on voit sur la photo 3. C'est un projet. Du coup, après, on va avoir plein de sous-projets qui vont composer ça. Et après, une étude ne va pas forcément durer 7 ans. Une étude va durer entre un mois, on va dire, et une année pour un sous-ensemble du moteur. En fait, vous êtes sur un moteur en particulier à faire, mais vous allez faire le temps de faire les études sur chaque pièce, etc. En fait, c'est ça qui va vous prendre 7 ans au final, c'est ça? C'est l'ensemble des pièces qui composent le moteur. Pour donner aussi une raison pourquoi ça dure si longtemps, par exemple, quand on prend les pièces là, qu'on voit dans l'image 2, là, les grosses pièces rondes, en fait, c'est des pièces qui tiennent le moteur finalement. Donc, ça va être des pièces qui doivent être très très solides pour vraiment tenir le moteur qui fait plusieurs tonnes. Hein. Faut imaginer qu'un moteur, ça fait 2 tonnes environ. Et du coup, pour fabriquer cette pièce, à partir du moment où je l'ai dessinée, que j'ai montré par calcul que tout va bien, donc en théorie, tout marche bien, mais je vais lancer la fabrication pour après la passer en essai, je peux avoir 1 an et demi de fabrication. D'accord. Donc forcément, tout ça, ça joue aussi. Alors pendant 1 an et demi, on ne se tourne pas les pouces, hein, on fait les autres pièces qui vont dedans. Mais oui, il y a des délais aussi de par la fabrication des pièces. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on est quand même dans la recherche, donc notre but, c'est pas de faire tout le temps le même moteur, sinon c'est plus de la recherche. Notre but, c'est de faire des nouveaux moteurs plus performants, qui font moins de bruit, qui consomment moins de carburant, qui vont plus loin, etc. Donc du coup, on veut toujours faire des nouvelles choses. Et donc du coup, les pièces sont, on est plus exigeant, on va dire, avec les pièces, ça va être plus dur pour elles. Et donc souvent, quand on passe en essai, malheureusement, on a des problèmes. Donc, du coup, après, on travaille sur comment résoudre ce problème. Et donc, ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Donc, justement, il y avait une question de Molande qui demande si vous essayez de faire des moteurs plus écologiques. Donc, là, de ce que tu viens de dire, la réponse est plutôt oui. Oui, après, ça a toujours été la philosophie. Alors après, avant, on va dire, pourquoi on faisait des moteurs qui consommaient moins, c'était plus pour des aspects financiers, pour que les compagnies aériennes comme Air France, etc., ça leur coûte moins cher. Et donc, qu'ils puissent vendre aussi, eux, leurs billets d'avion moins cher pour inciter les gens à prendre l'avion. Donc, c'était un peu le nerf de la guerre, on va dire. Et maintenant, avec la conscience écologique qui se développe, c'est aussi, on sait que c'est important, déjà pour nous. Moi, personnellement, je fais attention. Et je pense que notre société est aussi consciente que c'est un enjeu sociétal et que du coup, les gens ne prendront plus l'avion si ça pollue trop. Donc, il est nécessaire de travailler sur ça. Il y a Bastien qui demande si c'est 7 ans pour le moteur d'un avion en moyenne, ça veut dire combien de temps pour la totalité d'un avion? Ça, je ne saurais pas répondre, mais c'est plus long. C'est plus long parce qu'en général, les certifications, donc les validations du moteur arrivent toujours avant les validations de l'avion. Donc, je pense qu'il faut au moins rajouter 1 an ou 2 de plus, mais c'est peut-être beaucoup plus, je ne sais pas. D'accord, ok. Alors, il y a plein de questions dans le chat. Il y a Valentin notamment qui pose une question. Quel est le coût de fabrication, conception et développement d'un moteur d'avion? Ça se compte en centaines de millions d'euros et parfois en milliards quand ça se passe pas aussi bien qu'on avait prévu.
Donc, c'est des sommes énormes. C'est des sommes énormes qui mettent des années à être remboursées pour la société. Puisque du coup, après, quand on vend les moteurs, on les vend pas, on rembourse pas. C'est pas en vendant un moteur qu'on gagne des sous, c'est sur la maintenance. Comme quand vous avez une voiture, vous faites les entretiens là, tous les ans, tous les 2 ans. Pour les moteurs d'avion, c'est la même chose. Et nous, c'est ça qui nous rapporte de l'argent. Donc, en 20 ans, peut-être qu'on récupérera l'argent qu'on a mis en R&D. Il y a Amria qui demande est-ce que le nombre de pièces dans un moteur dépend de sa taille? Plus l'avion est grand, plus le nombre de pièces est grand, ou ça reste toujours en moyenne autour de 15 000 vu que tu prends en compte les boulons, etc. Je pense que ça va augmenter un petit peu avec la taille du moteur, justement de par ces petites pièces type les boulons, etc. Parce que plus les pièces à maintenir sont grosses, vous imaginez sur un cercle qui est plus grand, on va mettre plus de vis en général que sur une pièce qui est plus petite, quoi. Samuel demande qu'est-ce qui est le plus long dans les 5 étapes que tu as décrites? C'est la conception ou les essais peut-être? La conception, ça reste très long parce que quand on démarre un tout nouveau moteur, on passe bien 2 ans, je pense 2 ans avant de faire les premiers essais. Donc je pense que la partie la plus longue, c'est vraiment la conception. Il y a des questions un peu sur comment s'organise, donc c'est Noéline, comment ça organise une journée type dans ton métier? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rythme de travail? Oui, alors moi je fais des horaires de bureau classiques. Alors j'ai mis du 8h, 18h, mais c'est assez souple, un peu comme Jacques le disait tout à l'heure. C'est le même principe. L'idée, c'est de faire le travail dans la semaine et d'avoir des horaires cohérents de ses collègues pour pouvoir échanger, parce que ça reste un métier d'échange. Après, le métier d'ingénieur, c'est beaucoup, comme je vous dis, c'est la phase de conception qui prend beaucoup de temps. Et cette conception, elle se fait derrière un ordinateur, que ce soit en dessin, en calcul ou autre. Après, il y a énormément de réunions aussi, soit pour présenter des résultats, soit pour rechercher ensemble des solutions aux problèmes techniques qu'on a. Et en tout cas, ce qui est sûr, ce qui drive le métier, c'est des interactions avec d'autres personnes, parce qu'on ne fait pas un moteur tout seul. On ne fait pas un moteur tout seul, parce que déjà, il y a plein de métiers différents. Moi, je suis mécanicienne, donc je regarde comment les pièces tiennent, mais j'ai besoin des aérodynamiciens, donc des gens qui regardent comment l'air s'écoule dans le moteur, parce que c'est l'air qui fait tourner le moteur. J'ai besoin de travailler avec les thermiciens qui me disent quelle température il fait dans le moteur, etc. Et après, il y a tous les métiers de la production, etc. Donc tout ça, c'est un échange permanent pour trouver des compromis à nos problèmes techniques. Et une dernière question d'Anta qui demande en tant que chef d'équipe, en fait, concrètement, ça va être quoi ton boulot et ton interaction avec ces autres personnes? Alors du coup, en tant que chef d'équipe, je suis en charge du coup de faire en sorte, alors il y a plusieurs aspects. Il y a les aspects humains, donc faire en sorte que déjà que les personnes se sentent bien dans l'unité, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'elles puissent se développer, parce que du coup, c'est pas parce qu'on a un poste qu'on va faire toute sa vie le même métier ou qu'on fait tous les jours le même travail. Il faut qu'il y ait du renouvellement pour que chacun puisse apprendre chaque jour et soit heureux au travail. Donc, je vais travailler sur ces aspects-là. Et sur les aspects techniques, moi, je fais en sorte de coordonner les activités des personnes de mon unité, de leur donner leur bonne priorité, parce que la difficulté, c'est que souvent, on veut tout faire en même temps. Il y a plein de problèmes partout, donc on nous demande de tout faire, mais malheureusement, on n'a pas de cerveau, on n'a que 2 bras. Et donc, c'est moi qui les aide aussi à choisir l'ordre dans lequel on fait les choses ou de défendre auprès des gens qui demandent tout, ce qu'on pourra faire ou non, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Sandrine, pour ton témoignage. J'ai noté qu'il y avait encore plein de questions pour toi. On les a bien notées. On y revient juste après les témoignages de Mostefa. Même, je pense que Mostefa peut répondre à certaines de vos questions pendant ce témoignage. Bonjour, Mostefa. Bonjour Mathilde, bonjour tout le monde. Alors, toi, tu n'es ni technicien de recherche, ni ingénieur en R&D, tu es enseignant-chercheur dans une université. Effectivement, oui, mais je suis enseignant-chercheur, certes, mais je suis un petit peu les à la fois, parce que sans le métier de technicien de recherche,
on ne fait pas de recherche. Sans le métier d'ingénieur, on ne fait pas de recherche non plus. Donc, on est tous chercheurs et chacun aborde le métier de chercheur et cette vocation de recherche, on va dire, d'un angle particulier. Mais j'ai envie de dire que tout s'articule vraiment autour d'une même thématique centrale, quand bien même les thématiques peuvent varier. Et toi, en plus, comme tu le disais dans l'introduction, tu as une formation à la base d'ingénieur. Ah oui, tout à fait. J'ai fait une école d'ingénieur après avoir fait un bac général scientifique que j'ai fait à la base dans mon pays d'origine, en Algérie. J'ai poursuivi par la suite mes études en école d'ingénieur. Bon, en fait, c'était une université, une formation hybride entre université et une école d'ingénieur, où on a été sélectionné, on était 12 personnes à être sélectionnées sur le territoire national sur, on va dire, 200 candidats. Autant dire que c'était assez select. Quand c'était encore du prestige de parler d'institutions sélectes, maintenant il ne faut plus trop dire ça. Donc par la suite, vraiment, c'était quelque chose que j'avais toujours envie de faire, de me spécialiser en biologie et surtout en biologie humaine. Et pourquoi les métiers de l'ingénierie? Pour toi, c'était ce qui te permettait, c'est ça, d'aller vers la biologie humaine le plus rapidement? En fait, vous allez vous en rendre compte, hein, j'ai fait que suivre des fois de l'instinct, des fois du hasard et surtout saisir des opportunités et des occasions au vol quand elles se présentaient. Et au départ, j'adorais la biologie. Après mon bac, je me suis inscrit à l'université dans un cursus, c'était le DUG à l'époque. Oui, c'était bac+2, c'est ça, à Ouais, bac l'université. plus 2, oui. Et en fait, on était destiné à faire un DES et puis un DEA pour pouvoir ensuite pour pouvoir poursuivre nos études. Et il y avait cette opportunité de postuler pour un concours national pour une école d'ingénieurs. Et c'était la seule qui offrait cette formation en génétique moléculaire, en pathologie humaine. Et j'ai saisi l'opportunité et j'ai eu le concours. Voilà. Et avant de travailler en tant qu'enseignant-chercheur, tu as travaillé en tant qu'ingénieur. Effectivement, ouais, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur produit. Après avoir certes fait une première, c'était les thèses troisième cycle, les anciennes thèses troisième cycle. C'était le magistère à l'époque. Ça n'existe plus, ça. Donc, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique, encore une fois, suite à une proposition qui était, je vais être honnête, assez alléchante d'un point de vue économique et financier. J'ai jamais arrêté de faire de la recherche finalement et j'étais ingénieur process post-production dans l'industrie pharmaceutique. Et c'est une opportunité aussi qui s'est ouverte à toi et tu as décidé de continuer, de reprendre même tes études, en fait, de faire une thèse, un doctorat. C'était une opportunité comme ça qui s'est ouverte à toi. Comment tu as eu cette idée-là? En fait, avant d'en arriver là, c'était une suite d'événements qui a commencé en 2006. J'étais dans un congrès scientifique à Alger, la capitale algérienne, et j'étais jeune thésard à l'époque. Et en fait, c'était mon ancienne directrice de thèse qui connaissait un professeur à Montpellier, qui travaillait avec lui, et il m'avait repéré. Et il m'avait demandé de venir dans son laboratoire pour continuer ma thèse. Et en fait, j'étais parti à Montpellier à ce moment-là. C'était sur la slide précédente. Et à ce moment-là, moi, j'ai découvert un domaine de recherche. C'était la génétique d'une pathologie en particulier, qui est la polyarthrite rhumatoïde.
Et j'en ai fait vraiment, qui est une maladie rhumatismale d'origine génétique, d'origine immunogénétique plus précisément, ce qui a fait que j'ai atterri au service d'immunogénétique à Montpellier. Et en fait, on étudiait cette pathologie d'un point de vue prédisposition génétique, c'est-à-dire on essayait de décrypter ce qui se passe et ce qui se trouve dans notre ADN et ce qui peut nous conférer justement le risque de développer cette maladie. D'accord. Ok. Et de fil en aiguille, après avoir fini ma première thèse, enfin mon magistère en 2008, ben, j'ai rejoint l'industrie pharmacologique, enfin pharmaceutique dans ce domaine toujours. Et ce qui a fait que j'ai pu valoriser à la fois ma formation d'ingénieur en biologie et à la fois mon investissement un petit peu en pathologie humaine dans un domaine que j'avais encore une fois découvert suite à une opportunité. Il y a Noéline qui demande dans le chat, c'est quoi un magistère? Est-ce que c'est pas comme un master un peu amélioré où il y a des options en plus, etc. Alors, le magistère, ça n'existe plus. En fait, le magistère, déjà à l'époque, c'était un bac plus 8, un bac plus 7, bac plus 8. Et c'était l'équivalent DEA plus 1. C'est-à-dire, on Alors, avait déjà DEA, c'était le master. C'est ça. C'était l'équivalent master avant la Convention de Bologne et avant l'arrivée du LMD. Et on pouvait être soit en une année ou en 2 années post-DEA. D'accord. Donc, Ok. moi, suite à ça, j'avais fait vraiment un cursus très approfondi en 3 ans post-ingénieur. Et c'est ce qui m'a valu ce diplôme, ce premier diplôme de magistère. Ça n'existe plus. Ça a été Alors, en fait, remplacé justement par le LMD. il y a, les magistères, ça existe encore, mais c'est justement, c'est au niveau du master. C'est un master Au un peu niveau plus. du master, mais en Ouais. dehors de la formation universitaire. C'est généralement des magistères. Il y a une différence de nomenclature dans l'écriture de l'intitulé et c'est surtout des formations assurées par des écoles. À l'université aussi. Il y en a, c'est notamment à Paris, il y en a pas mal en physique fondamentale, etc., etc. En physique, oui, effectivement. En physique, oui, c'est une petite exception. Ils ont gardé un petit peu cette double, on va dire, nomenclature, oui, effectivement. Mais dans mon Euh, domaine, ça n'existe plus. donc, tu as fait une thèse, donc tu as eu officiellement ton titre de docteur. Et qu'est-ce qui t'a amené au bout d'un moment à devenir enseignant-chercheur? En fait, l'arrivée en thèse, là aussi, c'était une aventure parce que je voulais quand même, après ma petite aventure dans le privé, je voulais quand même continuer mes recherches sur la prédisposition à la polyarthrite rhumatoïde. Et à ce moment-là, j'avais toujours gardé contact avec des collègues dans l'université. Et j'ai eu une proposition suite à l'obtention d'une bourse, enfin, suite à l'apparition d'un appel d'offres pour postuler à une bourse internationale. C'était orchestré par l'Agence universitaire de la francophonie au Canada. Et j'ai remporté cette bourse et grâce à cette bourse, j'ai pu continuer, on va dire, mes recherches sur la polyarthrite rhumatoïde. Donc, j'ai intégré l'université d'Evry-Val-d'Essonne en région parisienne au sein du Génopole, le Centre national de génotypage et de séquençage. Et c'est un petit peu, on va dire, le Vatican de la recherche en génétique et en génomique. Donc, c'est vraiment le top de recherche en génomique qui se fait là-bas. Et j'ai intégré le laboratoire européen de recherche sur la polyarthrite rhumatoïde. Et c'est un laboratoire dédié à l'étude génétique de cette pathologie. Et à ce moment-là, j'ai pu vraiment approfondir mes recherches sur cette pathologie. Alors, on avait des questions justement. Est-ce que tu continues toujours de travailler sur cette pathologie ou pas? Oui. Alors, non, parce que depuis, de l'eau et beaucoup de choses ont coulé sous les ponts. J'ai fait plus ou moins une réorientation thématique et j'ai continué à travailler sur des pathologies humaines,
après mon doctorat, et c'était l'occasion pour moi de travailler sur le cancer et l'étude de variants génomiques et de variations génomiques, notamment des mutations et des polymorphismes qui sont responsables du cancer. Donc, D'accord, j'ai donc c'est travaillé identifié sur... parmi les gènes, c'est ça, humains, qu'est-ce qui serait responsable du cancer? Exactement. En fait, on étudie plusieurs facettes, on va dire, génétiques et génomiques de ces pathologies. Et ça peut être le cancer, comme ça peut être aussi l'hémophilie A, une maladie au niveau des cellules sanguines. C'est vraiment une palette assez large parce que nos outils d'études génétiques sont pratiquement, on va dire, un outil central et on peut les appliquer à n'importe quelle pathologie du moment où on étudie des variations génomiques. Donc, j'ai piloté et ou participé à plusieurs projets justement sur le cancer, notamment le cancer colorectal, notamment le carcinome basocellulaire, qui est un carcinome de la peau, et aussi l'hémophilie, qui est une maladie du sang. Donc, c'était vraiment une expérience très enrichissante en recherche, et c'est là où je me suis vraiment, on va dire, fait mes lettres de noblesse et d'expertise en génomique. En parallèle de ça, j'imagine qu'on enchaîne sur 2015-2019, Mathilde. Je voulais passer directement au quiz. Le quiz? Sinon, parce Oui, que ouais, c'est ok. lié à ce que tu es en Sinon, train on de... reviendra après le quiz. D'accord. Donc justement, vous savez maintenant, voilà, il y a des questions en fait dans le chat sur quoi tu travailles actuellement, etc. et comment ça se passe. Donc une question avant justement d'enchaîner sur toutes les questions que vous vous posez sur le travail de Mostapha. À quoi peuvent servir les micro-algues, à votre avis? Il y a plusieurs choix. Donc pour l'alimentation humaine, pour faire des colorants, pour l'aquaculture ou pour faire des traitements. À votre avis, je pense que tu as donné des indices, donc normalement, ils vont pas. Alors, justement, ça va me permettre, en attendant que le public vote, ça va me permettre d'embrayer sur ça. En fait, c'est à travers mon expertise sur l'ADN que j'ai été invité par un collègue à rejoindre un projet international, un très grand projet international, piloté par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon 2020, H2020. Et en fait, je devais apporter mon expertise sur l'ADN pour étudier l'ADN d'une microalgue. C'est ce qui fait vraiment la transition entre les deux, parce que je viens du monde de génétique humaine et j'atterris sur les microalgues, c'est un petit peu bizarre. Et justement, en 2019, j'ai été invité pour apporter mon expertise sur justement l'étude du génome de cette microalgue. Donc il y avait Amria qui disait on peut l'utiliser pour faire plusieurs choses, non? Et donc oui, hein, bien sûr, il y avait plusieurs réponses possibles et plusieurs réponses. En fait, toutes les réponses étaient bonnes. Effectivement, parce que les microalgues, vraiment, c'est maintenant un petit peu les stars dans le monde, hein. Enfin, on les utilise dans la décarbonation, on les utilise pour extraire des bioactifs, des biomolécules pour des colorants, pour des traitements aussi. Et ça sera le sujet que je vais développer par la suite. Pour l'aquaculture, bien sûr, parce que c'est à la base, enfin, nous, les humains ont découvert des microalgues parce que c'est des microalgues, c'est un petit peu un terme savant pour dire le plancton. Tout le monde les connaît comme ça. Donc, que ce soit le phyto ou bien le zooplancton. Mais aussi pour l'alimentation humaine. Et maintenant, ça se démocratise un peu plus, de plus en plus. Et on parle de spiruline, bien que la spiruline n'est pas vraiment une microalgue, mais c'est une cyanobactérie. Donc, les gens, on va dire, prennent connaissance de plus en plus avec les microalgues. Et ce qu'on peut retenir, c'est surtout que c'est le poumon, enfin, ça fournit plus d'oxygène, en tout cas d'après les études, plus d'oxygène que ne le fait la forêt amazonienne. Donc, Apparemment. d'où l'intérêt de les étudier. Autre question que Mostafa vous propose, donc là il travaille sur les micro-algues pour faire de la recherche médicale, donc la recherche sur le cancer par exemple. Faut-il un diplôme de médecin? Alors là, il faut juste choisir entre oui ou non. Est-ce que pour faire de la recherche médicale, il faut un diplôme de médecin? Donc, vous avez 30 secondes pour voter encore. Là, on voit
les réponses s'afficher. Donc, il y a une dominante de non. On a quelques oui quand même. J'ai l'impression que tout le monde est à peu près à voter parce que je ne vois plus bouger. Donc, en fait, plutôt non. Parce que Mostafa, t'es la preuve vivante, t'es Ouais. pas médecin. Pas que moi, il y a pléthore de gens qui font de la recherche dans le domaine médical sans vraiment être médecin. C'était le vœu de ma grand-mère, paix à son âme. Enfin, je lui disais que je fais des études de doctorat, elle me demandait de lui prescrire des médicaments. J'avais beau lui expliquer que j'étais pas médecin, elle me disait, mais t'es docteur, donc voilà, vas-y, prescris-moi des médicaments. Donc, les 4 personnes qui ont voté oui, bah, sont du même avis. Et en fait, non, parce que la recherche dans le domaine médical, enfin, comme je le disais en préambule, enfin, en étant technicien de recherche, en chimie, par exemple, on peut être amené à travailler sur de la recherche médicale. La recherche en santé, globalement, hein, pas spécialement en recherche médicale. En étant ingénieur en physique nucléaire, on est amené à faire de la recherche médicale, rien qu'en développant des techniques en résonance magnétique nucléaire, par exemple en RMN ou en méthode de spectroscopie. Alors, je suis Le pas gars sûre, peut-être un peu jeune pour comprendre. c'est quand vous jouez au foot et vous vous cassez une cheville et que vous allez à l'hôpital. Quand on veut vous faire une radio pour les rayons X pour identifier la cassure ou la fracture, où est-ce qu'elle se situe dans l'os, ben, la radiologie, c'est pas un médecin qui l'a développé, c'est un physicien. Ça continue d'être des physiciens qui développent des techniques d'imagerie. Donc, ça, c'est le meilleur exemple. La chimie, la galliénie en pharmacie, bah, c'est essentiellement de la chimie. Et là, notre travail, nous, justement, pour enchaîner, et transition toute faite, c'est d'aller chercher, au niveau justement de ces microalgues, d'aller chercher des molécules, des produits, ce que vous avez répondu tout à l'heure comme étant utilisé, pouvant être utilisés comme étant des colorants. Ça peut être aussi des colorants, mais que nous, on cherche à les valoriser justement comme étant des futurs médicaments, ce qu'on appelle des candidats médicaments. Et ça passe justement par plusieurs étapes, et c'est ce qui est résumé sur cette slide, par justement l'étude, hein, tout d'abord, de cette microalgue, parce que c'est un micro-organisme unicellulaire, généralement eucaryote, comme le cas présenté ici. On apprend à le cultiver, à l'apprivoiser au laboratoire, c'est-à-dire on va le cultiver dans un premier temps à petite échelle, ce qui est montré en Erlenmeyer sur la figure numéro 2. Et puis, on passe aux étapes de purification des biomolécules, c'est-à-dire l'extraction de ces biomolécules à partir des cultures de microalgues. C'est vraiment beaucoup de chimie, hein, pour moi qui suis simple biologiste. Alors, il y a C'est Anta énormément de chimie. Il y a Anta justement qui demande, quand tu dis molécules, biologie moléculaire, est-ce que les molécules, c'est pas un peu de la physique? Alors, enfin, tout est molécule, hein. Nous-mêmes, on est un tas de molécules. Enfin, nos cellules sont un tas hétérogène de molécules. Les molécules, on les trouve partout autour de nous, hein. C'est ce que j'avais envie de dire tout à l'heure quand Jacques parlait. Les polymères, nous-mêmes, on est des polymères. L'os, enfin, notre squelette, c'est un polymère. Et dans polymère, il y a poly et mère, donc c'est un ensemble de monomères, c'est un ensemble de motifs. Et nos cellules peuvent aussi être considérées comme étant des polymères du moment où c'est un ensemble de molécules. Donc vraiment, les molécules, il n'y a rien qui ne soit pas fait de molécules. Il y a Samuel qui demande, est-ce que les microalgues sont menacées d'extinction? Alors, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas menacé d'extinction, c'est les microalgues. Certaines espèces, oui, Samuel peut avoir raison quand certaines souches ou certaines espèces peuvent être confrontées, on va dire, à des phénomènes de pollution, on va dire, massive. Mais à ma connaissance, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout avec le réchauffement climatique, avec le réchauffement des océans. On s'en rend pas compte quand on sait que la température au moins maintenant fait -5, mais ça, c'est des conséquences du réchauffement climatique.
Donc, au niveau réchauffement, c'est ce qui fait qu'en Bretagne, et maintenant que ce soit en micro ou en macro-algues, c'est-à-dire ce que vous allez trouver sur les plages, ça pousse de plus en plus et de plus en plus rapidement. Il y a Vincent qui demande par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de toute façon, est-ce que impossible de faire de la bio sans physique-chimie, de toute façon, non? Alors oui, en définitive, oui, c'est impossible, sauf que ce que j'ai envie de dire à Vincent, c'est que j'en fais, mais très timidement, très modestement. J'ai des connaissances en chimie, j'en ai très peu en physique, sauf que à ce niveau de, on va dire, j'allais dire de la compétition, à ce niveau de la recherche, on ne peut pas maîtriser plusieurs domaines à la fois. On est obligé, comme l'en rappelaient Marie-Charline et Jacques, de travailler en équipe. Et justement, le projet sur lequel je travaille avec des physiciens, avec des chimistes. Alors, en chimiste, il y a pléthore. Il y a des chimistes organiciens, il y a des chimistes modélisateurs, il y a des chimistes structuraux. Jacques pourra le confirmer. Donc, et nous, biologistes et pharmaciens, vraiment, c'est des équipes, on va dire, multispécialités. Alors, je vois l'heure qui tourne. Est-ce que rapidement, tu peux nous donner les avantages et les inconvénients de ton métier de chercheur? Le premier avantage pour moi, c'est ce qui était un petit peu sur la slide précédente, c'est que je peux transférer ces connaissances-là après avoir fait toute ma carrière sur de la génomique. Je suis venu au Mans pour caractériser génotypiquement et génomiquement une microalgue. Je me suis retrouvé à travailler sur de l'extraction de biomolécules à partir de cette microalgue parce qu'à un moment donné, j'ai eu un flair comme quoi la molécule principale qu'elle produisait pouvait être utilisée en recherche médicale. Et justement, c'est cette facilité et cette liberté de recherche et de créativité qui est le principal avantage de mon métier. C'est que j'ai découvert une molécule produite par cette microalgue qui était connue, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, et j'ai décidé juste de l'exploiter sur une thématique que je connais très bien, c'est-à-dire le cancer. Donc, je cultive des cellules cancéreuses en laboratoire et j'essaye de les traiter par différentes combinaisons de molécules pour essayer de trouver un traitement, enfin un parmi tant d'autres. Donc, c'est vraiment cette liberté de recherche et de créativité qui caractérise, on va dire, mon métier de chercheur, mais c'est surtout l'utilité que je peux apporter avec. C'est-à-dire espérer y arriver un candidat médicament. Dans les inconvénients, là, sur ta slide, il y a marqué trouver des financements. Il y avait plusieurs questions à ce sujet. Donc, il y a Vincent, est-ce que c'est pas trop dur de trouver des financements? Et il y avait Joanne qui posait, comme question, est-ce que tu dois faire un dossier de subvention à chaque fois? Totalement. Totalement. On ne fonctionne qu'avec des demandes de subventions, on fonctionne qu'avec des réponses à des appels d'offres. Nous, on a la chance d'avoir un laboratoire qui a plus ou moins une tradition dans les appels d'offres internationaux, surtout européens. Mais trouver des financements, c'est primordial, c'est vital pour nous. C'est pas du tout évident. On est dans le secteur public. On est les parents pauvres de la recherche. Et surtout maintenant avec le contexte de crise qui se généralise de plus en plus, vraiment on est tributaire des financements, totalement. Merci beaucoup, Mustapha. Je pense qu'on a... Oui. Ok, il y a d'autres questions qui apparaissent dans le chat. Allez-y, justement, on va commencer avec le temps de questions-réponses pendant les 5-10 minutes qui nous restent. Donc, il y avait plusieurs questions pour nos intervenants qui n'avaient pas été traitées. Si vous en avez d'autres, je vous invite vraiment à les partager dans le chat. Alors, il y avait plusieurs questions, notamment pour Marie-Charline. C'était Judith qui posait la question, quel est le meilleur moyen d'entrer à ISAE, je ne sais pas si c'est le bon terme. Faut-il prioriser les grandes prépas avec les meilleures statistiques? Donc, ouais, l'ISAE, c'est une école d'ingénieurs qui est sur concours. Donc, il faut en effet faire une classe prépa. Alors, je crois qu'il y a des places en deuxième année pour les filières DUT ou équivalentes.
Mais après, c'est très très peu de place, donc c'est assez compliqué de les avoir. Et après, forcément, plus la prépa sera exigeante, mieux elle vous préparera. Mais après, moi, je vous dis, j'ai pas fait une grande classe prépa et j'y suis rentrée. Donc, ça dépend de ce que vous souhaitez et de votre implication personnelle. Alors, je sais pas, du coup, je voudrais demander à Judith sa réponse à sa question. Il y a Noéline qui pose une question. Après, ça peut-être Jacques. Est-ce que faire des études de pharmacie est une bonne option, par exemple, pour s'orienter un peu, ou peut-être Mustapha, pour de la recherche un peu liée à la chimie, recherche médicale, etc. J'ai envie de dire, ça revient à la question qui était posée tout à l'heure, hein. Enfin, plusieurs domaines peuvent vous ouvrir, on va dire, la voie pour faire de la recherche dans le domaine médical, et non pas faire de la médecine, parce que faire de la médecine, c'est autre chose. Vraiment, ça peut, comme je le disais, hein, ça peut partir des études de chimie, de physique, de mathématiques, hein. Enfin, énormément de modélisation dans le domaine de la recherche médicale, modélisation mathématique, de la biologie et sinon des études en pharmacie, oui. Enfin, pour ne répondre que à cette question, oui, effectivement, il y en a. Il y a une question pour toi, Jacques. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans les métiers, justement, techniciennes de recherche? De plus en plus, oui. De plus en plus. Alors, je crois aussi qu'on a aussi une volonté de vouloir s'inscrire dans une certaine parité, on va dire. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on est dans notre centre, par exemple, on est à peu près 35 à 40% de femmes. Voilà. D'accord, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais, déjà. Ouais. Ouais, ouais. Non, ça a bien évolué. Ouais. Il y avait une question de Judith. Je pense que ça peut s'adresser à Marie-Charline et à Mustapha. Est-ce que le métier d'ingénieur permet de faire de la recherche fondamentale? Alors, Marie-Charline, toi, c'est plus de la recherche appliquée, du coup. Appliqué, ouais. D'accord. Mais Mustapha, tu fais plus de la recherche fondamentale, si je ne me trompe pas. Moi, je suis purement et simplement fondamentaliste, oui. En fait, la recherche fondamentale en biologie et en recherche biomédicale, pour un petit peu répondre aux autres questions, en fait, il y a vraiment deux volets qui étaient jusqu'à un certain temps très isolés. C'était la recherche fondamentale et la recherche, on va dire, clinique. Et là, il y a un autre domaine qui est apparu il y a quelques années qu'on appelle la recherche translationnelle. Et c'est vraiment ce qui fait l'interface entre les deux domaines qui pouvaient être dans le passé vraiment très éloignés. Donc là, on est sur des domaines qui sont complémentaires, mais faire des études d'ingénieur peuvent donner on va dire, la chance et l'occasion de faire soit de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquée clinique, ou même de la recherche translationnelle. Pour enchaîner sur une autre question que j'avais vue passer, c'était quelles disciplines peuvent ouvrir dire la voie pour faire de la recherche médicale. Même de l'électronique peut nous ouvrir la voie pour faire de la recherche médicale. Par exemple, je pense aux différents dispositifs développés en recherche clinique. Rien que les dispositifs auditifs, rien que les dispositifs pour le visuel, ça, c'est purement et durement que de l'électronique. Donc, vraiment pas besoin de faire médecine, biologie, pharmacie pour faire de la recherche médicale. Il y avait une question de Noéline, plus pour Jacques et Marie-Charline. Est-ce que ça veut dire que le métier de technicien, c'est plus un métier du coup de terrain, entre guillemets, donc laboratoire, et le métier d'ingénieur plus de bureau? Je dirais que, ou dans un certain sens, oui, on est quand même amené à manipuler, à travailler au sein des laboratoires. Après, le temps suivant les études en cours, le temps est partagé, hein. Je veux dire, laboratoire, oui, ça c'est sûr. Après, on est quand même amené à travailler souvent aussi avec l'informatique, hein, ne serait-ce que pour la traçabilité. Donc oui, c'est voilà, c'est assez varié, quoi. C'est pas tout le temps au laboratoire, Marie-Charline. mais c'est quand même important. Ouais.
Marie-Charline, je ne sais pas si Après, ça peut aussi beaucoup varier en fonction du poste sur lequel on est. Enfin, je pense que les deux peuvent correspondre. Enfin, un technicien peut faire aussi beaucoup de bureautique ou un ingénieur peut aussi avoir l'occasion de suivre beaucoup d'essais, par exemple. Donc, ça dépend vraiment du poste sur Mm, lequel on est. mm. Justement, Marie-Charline, donc c'était Jacques, toi tu disais que ton responsable qui était ingénieur, il voyageait beaucoup. Justement, il y a une question pour toi de Salomé. Pour toi, Marie-Charline, est-ce que du coup tu voyages beaucoup pour ton métier? Alors moi, personnellement, j'ai assez peu voyagé parce que justement, j'ai jamais trop fait de suivi d'essai, qui est aussi une occasion souvent pour voyager parce qu'on a des bancs d'essai qui sont en Russie, aux États-Unis ou en France, à d'autres endroits que là où nous sommes. Mais j'ai des collègues qui voyagent souvent, ouais. Il y a Ça dépend. Maëlys qui pose une question dans le chat. L'anglais prend quelle part dans vos métiers? Important. C'est vrai, tu parles anglais toute la journée ou c'est dans les... Non, mais c'est quand même très conseillé. Et en plus, je suis moi dans une division pour laquelle, si on veut échanger, j'ai des collègues qui sont un peu partout. Donc, c'est-à-dire que si je veux échanger, je peux être amené à discuter avec des collègues allemands, américains. Donc, du coup, c'est vrai que la pratique de l'anglais est plus que conseillée, quoi. Marie-Charline, c'est pareil pour toi? Nous, c'est pareil. Déjà, nous, on fait des moteurs avec une société américaine. Donc déjà, à chaque fois qu'on échange avec eux, on parle anglais, hein. Eux, ils ne parlent pas français. Et après, surtout quand on fait de la recherche, on est amené à lire des papiers techniques qui sont souvent en anglais. Donc les publications internationales sont en anglais. Mostafa, j'imagine que c'est pareil. Ah ben c'est pareil, surtout que alors je vais joindre les deux précédentes questions. Question laboratoire, je passe pas mon temps uniquement au laboratoire parce que j'ai une grande partie aussi d'enseignement. Et dans mes enseignements, je fais des enseignements des fois en anglais et des interventions en anglais parce que je peux participer aussi à des formations internationales. Et justement, si je ne suis pas au laboratoire, si je ne suis pas en enseignement, je fais du bureau jusqu'à des fois très tard pour rédiger mes résultats de recherche et pour pouvoir les publier dans des journaux internationaux, dans des articles internationaux. Donc, et ça se fait quasi exclusivement qu'en anglais si on veut publier dans des journaux de renommée. Donc, vraiment, l'anglais, c'est, j'ai envie de dire, à 100% dans la vie de la recherche. Alors, surtout si on est dans des équipes internationales où on a beaucoup d'interactions avec des collègues internationaux, c'est très vite trouvé. De ce que... Alors, c'est une question de Sabine, justement. Donc, pour votre recherche, donc question aux trois intervenants, vous êtes à 100% autonome, donc c'est-à-dire dans tout ce que les expériences, les procédés et solutions utilisées, où tout est imposé par les clients. Jacques, peut-être? De mon côté, non, enfin, je veux dire, imposer, en fait, c'est nous qui faisons en sorte que cela corresponde, ça match avec nos propres équipements, nos propres installations. Donc, non, on fait en sorte que à moins de protocoles vraiment très, très spécifiques, où là, effectivement, on aurait peut-être besoin de leur concours, bon, mais autrement, non. Non, 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 on est D'accord. C'est juste le client vient avec un besoin, mais en vrai, vous êtes autonome sur la façon de réaliser ça, c'est ça? complètement. Complètement. Marie-Charline se voit hocher de la tête aussi. Je dirais la même chose, c'est exactement comme j'allais résumer, c'est le besoin est drivé par le client, mais après la manière de faire, c'est nous, quoi. D'accord, donc vous êtes 100% autonome. Et Mostafa, est-ce que vous dépendez de clients ou pas? Non, en fait, ça dépend de la thématique de la recherche. Nous, qui sommes dans la recherche publique, et surtout la spécificité de notre projet, c'est que c'est de la recherche fondamentale. Donc, on caractérise, on découvre, on explore des choses quasi jamais explorées. Donc, on le fait pour la première fois. Donc, on est vraiment à 100% autonome sur nos procédés, enfin, sur les solutions utilisées, sur la thématique qu'on veut donner, sur l'orientation qu'on veut donner à notre thématique ou bien de l'axe qu'on veut creuser ou développer.
Il n'y a rien d'imposé vu qu'on n'a pas de clients de ce côté-là. Par contre, ce qui peut être imposé, c'est le fait d'obtenir des résultats selon l'appel d'offres auquel on a répondu. Si c'est une ANR, si c'est un projet international, par exemple financé par l'Europe, on a un certain cahier de charge en termes de production, en termes de dissémination des résultats de la recherche, en termes d'ouverture au public, en termes de vulgarisation. C'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui aussi, hein, en termes d'ouverture de la science au public. Donc, c'est vraiment, il y a des fois des cahiers de charge en termes de publication et de rendu. Une dernière question de Noéline, mais je pense que Moutalet avait déjà répondu et je pense qu'on va faire un petit tour de table. Vous faites tous les trois de la recherche, mais est-ce que vous travaillez forcément en laboratoire ou ça dépend un peu du domaine sur lequel vous faites de la recherche? Bah, moi, de mon côté, oui, je travaille essentiellement en laboratoire, mais je peux être amené aussi, suivant les projets, à être amené à travailler ou à échanger avec d'autres collègues ou aller sur des sites de production ou échanger avec d'autres collègues. Euh, Par exemple, maintenant, de plus en plus, on commence à travailler sur tout ce qui est des collègues en informatique pour tout ce qui est via l'intelligence artificielle. Enfin, voilà, il y a plein d'aspects pour lesquels on ne soupçonne pas au départ, mais qui peut amener à nous faire sortir un peu des labos et à faire évoluer un peu les postes, quoi. Marie-Charline, toi, est-ce que en fait, tu fais de la recherche, mais tu n'es pas du tout dans un laboratoire en vrai? Moi, je ne suis pas en labo. Après, dans la société, il y a des ingénieurs qui le font. Par exemple, les gens qui ont travaillé sur les matériaux pour développer des nouveaux matériaux, il faut les tester en laboratoire, etc. Donc, tout ce qui est secteur un peu chimie, matériaux, biologie, là, on va être dans des labos, mais comme tu dis Ouais. déjà, dès qu'on va être sur de la recherche plus de logiciels ou de choses comme ça, on serait peut-être plus sur du bureau ou toi de la conception, comme toi, Marie-Charline. Mm. Et Après, Mostafa aussi. en biologie, justement, il y a deux notions de laboratoire. On peut être en laboratoire, et je vais développer ces deux notions. Soit on peut être aussi sur le terrain quand on fait de l'échantillonnage, par exemple, moi qui travaille maintenant sur les microalgues, ou alors quand je travaillais sur la génomique humaine, il fallait aller chercher des prélèvements de sang, par exemple. On est sur le terrain. Là, il faut aller chercher des prélèvements d'eau, par exemple, de rivière ou en mer. On fait du terrain. En laboratoire, il y a deux notions. Il y a la notion de wet et de dry lab, de paillasse sèche et de paillasse humide. Quand on fait de la biologie telle qu'on la conçoit avec des micropipettes et des tubes, ça, c'est ce qu'on appelle la paillasse humide. Voilà, on peut faire de la paillasse sèche quand on fait de la modélisation, par exemple, ou bien de la bioinformatique. C'est des gens qui font de la biologie, mais uniquement sur ordinateur. Donc, on appelle ça de la paillasse sèche. C'est encore une évolution, on va dire, du domaine de la recherche en biologie. Il y a des questions qui arrivent. Sabine, Sabine pose la question, petite inquiétude. Ça signifie qu'on apprend à devenir autonome pendant nos études ou ça veut simplement dire qu'on est laissé comme ça dès qu'on commence alors qu'on Non, n'est pas préparé? non, 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 faut pas s'inquiéter pour ça. Non, c'est vrai que l'autonomie s'acquiert au fil de l'eau et bon, après, il y a aussi l'implication personnelle, mais non, ça se fait pas tout de suite, non, c'est sûr. Bah, toi, tu avais dit pendant tes études dans le DUT, tu avais fait justement beaucoup de manipulation. Oui, bien sûr, on acquiert déjà une certaine expérience, mais on n'est pas non plus complètement autonome dès le départ, donc ça, faut pas s'en inquiéter, hein. Euh, Surtout pour rapport à nous à l'université, quand on reçoit des étudiants qui viennent en première année, qui viennent du lycée, de toute façon, ils vont avoir tout un cursus de formation pour apprendre à devenir autonome à l'université. Quand ils passent faire des études en master, ils sont toujours accompagnés. Et même quand ils arrivent, après avoir été sélectionnés suite à un concours pour des études de doctorat, c'est-à-dire ils ont déjà un bac+5 en master et ils sont toujours accompagnés pour appréhender une nouvelle thématique, pour apprendre de nouvelles techniques. Donc, ils sont accompagnés, que ce soit sur le côté pédagogique ou même sur le côté laboratoire paillasse. Donc, ils sont accompagnés.
Il y a Mamadou qui pose une question aussi un peu générale. Comment vous voyez les métiers liés à la recherche et au développement dans les années à venir par rapport aux nouvelles générations qui arrivent? Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui a de l'avenir? Si oui, comment va-t-il évoluer? Peut-être avec les problématiques environnementales, c'est peut-être un métier qui a de beaux jours devant lui. Vas-y, Jacques. Oui, je pense qu'il y aura. Oui, c'est un métier qui aura toujours une culture de l'avenir, ça c'est sûr, qui peut être amené effectivement à évoluer, mais oh non, il n'y a aucune inquiétude à ce niveau-là, hein. On aura toujours besoin, ça c'est sûr. Marie-Charline, tout à l'heure, tu disais que ça recrutait beaucoup justement dans la recherche et développement, surtout dans le secteur de l'aéronautique. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, je pense que on veut toujours aller plus loin, on veut toujours améliorer, on a besoin de répondre à des nouveaux besoins, donc il y a toujours de la recherche à faire. Moi, je n'ai aucune inquiétude sur ces métiers-là. Il y a Valentin qui pose une question. La fourchette de rémunération pour vos différents métiers, si vous avez l'autorisation bien sûr de communiquer dessus. Jacques, par exemple, quand tu as commencé en tant que technicien de recherche, La fourchette de rémunération, c'est très variable. Après, je pense que quand on commence, on sera un petit peu en dessous de 2 000 euros. On sera entre 1 500 et 2 000 euros. Et après, tout dépend après la personne est amenée à évoluer. En fin de carrière, je pense qu'on peut aller jusqu'à entre 3 et 5. 5 000 par mois. Oui, 3 et 5 000, oui. Je suis assez large parce qu'en fait, ça dépend des sociétés, ça dépend du poste, ça dépend de son évolution. Donc, du coup, c'est assez délicat à être très précis, quoi. Marie-Charline, ingénieur R&D. Oui, un ingénieur, je crois que maintenant, c'est embauché entre 2 000 et 2 300 euros par mois, net. Et du coup, après, pareil comme pour Jacques, quoi, c'est amené à évoluer. Et après, ça dépend de sa carrière, de son implication, des responsabilités qu'on prend. Donc, Après, comme toi, en par général, exemple, on est récompensé pour son implication. Ouais, c'est ça. Comme toi, tu as monté, tu es devenu chef d'équipe progressivement, etc. Donc, ça veut dire que le Oui, salaire ça. Et puis augmente. après, même sur des carrières beaucoup plus évoluées ou même sur des niveaux d'expertise, hein, plus on, sans forcément évoluer en termes de responsabilité hiérarchique, on peut évoluer en compétences. On va avoir des compétences très pointues et devenir une référence dans la société. Donc ça, c'est des choses qui sont valorisées financièrement aussi. Ce qui est normal. Moustapha? Moi, je suis dans le public, hein. Enfin, c'est connu de tout le monde que le privé paye plus que le public. Mais après, on est sur une fourchette, on va dire une moyenne basse en début de carrière d'un jeune chercheur à 1006, 1007. Et puis, ça peut grimper selon les grilles de la fonction publique. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu aux questions de nos participants et participantes. On a essayé vraiment de faire un maximum de questions, mais là, je vois le temps qui défile. Je pense qu'on pouvait rester encore facile une bonne demi-heure pour répondre aux questions. Merci à toutes et à tous. Justement, il y a Valentin qui dit merci beaucoup pour vos réponses. J'espère vraiment que ça vous a apporté les réponses à vos questions, vous a apporté les éclaircissements et les informations que vous veniez chercher lors de cette visioconférence. Je vous donne rendez-vous pour la suite des mercredis géniaux. Donc, on se retrouve à la rentrée 2023. Et oui, là, c'est déjà les vacances de fin d'année qui arrivent. On va se retrouver pour plusieurs thématiques. Le 1er février, à quoi ressemble le monde du travail et de l'industrie d'aujourd'hui? Le 15 mars, une vie pour faire une infinité de métiers dans les STEM. Et le 5 avril, mais à quoi servent les maths? Question qu'on se pose beaucoup en ce moment dans les établissements scolaires. Merci vraiment à tous les trois. Merci Jack, merci Marie-Charline, merci Moustapha d'avoir répondu présent et d'avoir témoigné de vos métiers auprès des élèves. Et merci à toutes et tous nos participants aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment une bonne fin d'après-midi et j'espère à très vite pour une nouvelle édition des Mercredis Géniaux. Merci beaucoup. Au revoir.